voilà, pour moi c'est une évidence. On a voulu déstabiliser la Syrie, casser la Syrie. Pour l'Irak, ça a été pareil. L'Irak, alors ça a été quoi? On va remonter un petit peu. Partie basse aussi. Saddam Hussein prend le pouvoir en 70. Il prend le pouvoir, c'est un 79. Avant, il était vice-ministre de l'Arc. Il a pris le pouvoir en 79. Il prend le pouvoir en 79 et avec son premier ministre, Tarek Aziz, qui est un chrétien. Une autre figure du parti basse, un chrétien. Donc ils prennent le pouvoir en 79, ils instaurent une dictature laïque. Alors les basses, c'est des sunnites, minorité sunnite avec une majorité de chiites. Alors vous l'avez vu, l'Irak c'est en bas les chiites, Bassora, au milieu les sunnites et au-dessus les kurdes. L'Irak est une création anglaise. Alors ça c'est de la pure création anglaise de 1932. Pure création anglaise, pure création britannique, ça. C'est l'Irak. Bon, il prend le pouvoir. En prenant le pouvoir, eh ben, il commence à revendiquer la problématique. Alors la problématique de Bassora, c'est la problématique de frontière entre la partie irakienne et la partie iranienne. Voilà, le Tchattel arabe. Donc il revendique un accord qui avait été signé il y a de nombreuses années. Il conteste cet accord vis-à-vis des Iraniens. Entre-temps, en Iran, il y a eu l'ayatollah Khomeini qui a pris le pouvoir en 1979. L'ayatollah Khomeini a chassé le Shah d'Iran. Et qui avait organisé aussi le pays. Oui, bien sûr. Alors avec des travers d'Assarak. Bon, mais c'est ça, là aussi. Là, je vous ferai voir. J'ai des cassettes. Là, je vous ferai voir. Si vous êtes intéressés, il y a des films qui sont très très bien là-dessus. Donc, l'ayatollah Khomeini prend le pouvoir en 79. En 79, il y a l'invasion de l'ambassade américaine à Téhéran. Et en face, vous avez d'un côté des mollahs religieux, chiites, et en face, vous avez un laïc sunnite. Ils se détestent. Ils ne peuvent plus se voir. Donc, des incidents de frontières. La guerre éclate en 80. La guerre éclate en 80. C'est Saddam Hussein qui déclenche la guerre pour une reprise territoriale. Cette guerre va durer 8 ans. Alors, c'est une guerre meurtrière. Elle a fait, on estime, elle a fait entre 1,5 million et 2 millions de morts. Il y a eu des utilisations de gaz. Enfin, c'était une catastrophe. Il a gazé des Kurdes. Saddam Hussein. Bon, c'est pas. Je vous l'ai dit tout à l'heure, attention, je ne cautionne strictement pas ces dictateurs-là. Simplement, je suis lucide et je me dis qu'il n'y a que ça avec ces gens-là. Donc, il vaut peut-être mieux un dictateur laïque qu'un politique. Voilà, c'est ce que je dis. Donc, on a cette situation et pendant 8 ans, on vend des armes à ces gens-là. N'oublions pas, je ne sais pas si vous avez souvenir, mais j'ai souvenir de Georges Chirac qui avait serré la main de Saddam Hussein et Tarek Aziz et qui vendait des armes. Il embrassait. Oui, mais c'était, bien sûr, on a vendu des avions, on a tout vendu. C'était magnifique. Ils avaient des revenus pétroliers. Le pétrole à l'époque était relativement haut. Donc on vendait des armes à l'Irak. Et puis il y avait des armes aussi qui étaient par des intermédiaires vendues à l'Iran. C'était génial pour tout le monde. On a fait un fric énorme, ils se sont massacrés. Ils sont aperçus que Saddam Hussein n'arrivait pas à vaincre les Iraniens. Alors Saddam Hussein à l'époque était soutenu par l'Arabie Saoudite sunnite et par le Qatar sunnite. Qui ont financé, ils ont prêté de l'argent. Ça, c'était la guerre du Golfe. La guerre du Golfe. C'était ça, parce que Saddam Hussein s'est financé auprès de l'Arabie Saoudite et auprès du Qatar, auprès du Koweït, et ces deux pays étaient très contents d'avoir un Saddam Hussein qui faisait la guerre pour eux. Parce qu'ils avaient une haine, c'est la haine des Perses. D'ailleurs, on voit quand vous voyez les interviews, j'ai vu une interview du ministre des Affaires étrangères saoudien il y a 15 jours, 3 semaines, sur l'Iran. Pour lui, l'Iran, c'est un pays terroriste. C'est toujours un pays terroriste. Donc ils ont une haine vis-à-vis de ces gens-là. Donc ils étaient contents d'avoir Saddam Hussein qui guerroyait pour eux. Ça se passe au bout de 8 ans. Au bout de 8 ans, c'est un statu quo. Il y a quand même un traité de paix qui se fait entre les deux. Sauf que Saddam Hussein, il est ruiné. Et puis il faut qu'il rembourse l'Arabie Saoudite, il faut qu'il rembourse le Koweït. Il doit 20 ou 30 milliards de dollars ou 40 milliards de dollars. Et puis ces gens-là lui disent, tu dois nous rembourser. Et Saddam Hussein leur dit, je me suis battu pour vous quand même. Si, tu dois nous rembourser. Là, il l'a mal pris. Non, mais je veux dire, je simplifie, mais il l'a mal pris quand même. C'est pour ça qu'il veut leur mettre la clé. Il l'a mal pris, donc il s'est dit, bon, puisque je dois vous rembourser, je vais me payer sur la bête, je vais envoyer le Koweït. Il y avait un litige, le Koweït était une création britannique aussi, c'était une création du XXe siècle. Le Koweït n'existait pas, donc il envoie le Koweït, c'est là qu'à ce moment-là, il y a un ultimatum. Les Américains laissent faire pour des raisons stratégiques, parce que les Américains avaient quand même vu qu'il y avait des velléités d'envahir le Koweït. Ils se sont dit, s'il envahit le Koweït, on sera obligé d'intervenir. Si on est obligé d'intervenir, on pourra prendre pied dans le golfe arabo-persique, parce que les Américains militairement avoir des bases. C'est ce qui s'est passé. Donc reprendre systématiquement le contrôle de tout ça. Donc ils ont laissé Saddam Hussein envahir le Koweït.
Il a envahi le Koweït. Après, il y a une coalition qui a été organisée par les États-Unis. On a buté du Koweït Saddam Hussein. Et puis, on a établi un statu quo, je crois, renversé. Voilà, on a établi un statu quo, on a installé des bases américaines. Et quelques années plus tard, en 2003, alors avant, on a décrété un embargo, ce fameux embargo sur la nourriture, sur les médicaments et surtout les médicaments, qui a causé la mort de 500 000, 1 million de gamins irakiens. Et là aussi, je vous invite à voir l'interview de Madeleine Albright. Je sais pas où elle a donné une interview. Vous allez sur Internet et vous tapez Madeleine Albright. Madeleine Albright, ça a été la secrétaire d'État de Clinton. C'est des gens qui me donnent froid dans le dos, parce qu'effectivement, on parle de tous ces dictateurs arabo-musulmans. C'est vrai que c'est pas des saints, ils ont massacré. Sauf que vous avez des gens qui sont des occidentaux, qui sont des occidentaux, qui sont en cravate, qui sont en costume ou qui sont en tailleur Chanel, et qui vous disent devant une caméra, oui, effectivement, la mort de 500 000, 1 million d'enfants irakiens, bah, c'est du collatéral. C'est un dommage collatéral. Et vous dites ça avec grande froideur. Voilà. Moi, ces gens-là, c'est les mêmes que les dictateurs. Voilà. Donc, et quelle différence fait-on avec le roi d'Arabie Saoudite? C'est pareil. C'est pareil. Un dictateur. Donc Madeleine Albright, elle a donné une interview il y a très longtemps, vous allez sur Internet, elle a été traduite en français, ça donne froid dans le dos. C'était la secrétaire d'État, donc le ministre des Affaires étrangères Clinton de 1997 à 2001, elle justifie l'embargo des médicaments qui a causé des morts de tous ces gamins irakiens. Pourquoi donc? Et ça veut dire aussi quoi? Vous parliez qu'effectivement Daesh, l'État islamique, la structure militaire de Daesh, c'est des militaires sunnites irakiens. Je comprends aussi, j'ai lu une fois une interview il y a très longtemps d'un ancien militaire sunnite irakien qui disait « J'étais militaire sous Saddam Hussein, après on m'a viré de l'armée, après c'est les chiites qui ont pris le pouvoir en Irak, après j'ai perdu mon travail, et après j'ai vu mes enfants et mes neveux mourir de l'embargo. Ben, qu'est-ce qu'il fait ce mec? Eh bien, il y a un moment donné, il veut se venger, c'est tout simple. Et il se venge, il voit qu'il y a une organisation extrémiste qui prend forme et qui est sunnite, ben, il la rejoint. Et puis il a une expérience militaire, il va donner son expérience militaire à cette organisation. Voilà ce qui a constitué en partie la structure militaire de Daesh. Alors après, il y a les capitaux, on sait où il y a ces capitaux de certains pays du Golfe et autres, parce que c'est Daesh et l'État islamique. Ça me fait sourire quand j'entends parler à la télévision. Excusez-moi, je ne veux pas faire un jeu de mots, mais vous disiez, il a une expérience médicale. Oui. Je pensais frappe, comment on dit, frappe chirurgicale. Non, mais c'est maintenant qui a fourché. C'était les Américains. Les Américains qui font ça, qui disent ça. Donc voilà un petit peu ce qui concerne l'Irak. 2003, ces fameuses armes de destruction massive qui n'existaient pas, qui ont été créées toutes pièces par les Américains et les Anglais pour interdire cette fois-ci une autre fois en Irak et pour liquider Saddam Hussein. Donc on liquide Saddam Hussein en 2003, on envahit totalement le pays, on arrête Tariq Aziz, on prend Saddam Hussein, on donne Saddam Hussein aux chiites, il est pendu, on arrête son premier ministre chrétien Tariq Aziz, et Tariq Aziz qui pourtant était quelqu'un de relativement sage dans les possibilités diplomatiques qu'il a pu faire. Il était quand même pris entre le marteau et la plume, il faut savoir. Ce pauvre Tariq Aziz, il est mort d'un cancer en prison. On n'a pas voulu, les Américains n'ont rien fait pour le sortir, alors que tout le monde lui serrait la main, les Occidentaux lui serraient la main pendant des dizaines d'années. Ce qui est une honte. Est-ce que je peux te permettre de vous poser une question? Oui. J'écoute tout ça, et moi, mon but, c'est de savoir quel est le but maintenant des musulmans, parce que finalement, ce qui nous concerne nous maintenant, c'est l'envahissement de l'Europe. Alors, c'est pas le monde musulman. C'est pas le but des musulmans. Donc, est-ce que c'est l'explication? C'est pas le but des musulmans, c'est le but de l'Empire. Oui, mais c'est le but de la est-ce que tout ça nous donne l'explication de ce qui nous arrive en ce moment? Ah bah oui, c'est la conséquence, bien sûr. La conséquence? Tout ça, ce qui se passe actuellement, c'est cette déstructuration. Non mais, il faut voir aussi que cette déstructuration de la Syrie, de l'Irak, du Moyen-Orient, voilà,
c'est pensé, c'est voulu. Là, c'est une guerre entre chiites et sunnites. Alors, bien d'accord. oui, alors, donc nous, qu'est-ce qu'on a à voir là-dedans? se greffe une guerre entre chiites et sunnites, mais au-dessus de tout ça, il y a une volonté, soyons honnêtes, il y a une volonté américaine de casser le Moyen-Orient. Voilà. C'est une évidence pour moi. C'est une évidence. Indirectement, c'est nous qui traquons. Ah ben bien sûr, parce que les Américains sont de l'autre côté de l'Atlantique, nous on est en face. Donc bien sûr, c'est nous qui prenons. Il y a une volonté de déstructurer le Moyen-Orient. Ils ont accepté les accords Sykes-Picot pendant un certain nombre d'années. Ils s'aperçoivent que maintenant, il faut remettre en cause tout ça pour avoir des petits États. Regardez l'Irak. L'Irak, maintenant, c'est 3 parties. C'est les chiites en bas, c'est les sunnites au milieu et les Kurdes qui prennent leur autonomie. Donc ils vont faire pareil avec la Syrie. avec la Yougoslavie. Oui, mais bien sûr, la Yougoslavie, c'était pareil, c'est déstructuré l'ensemble. Bien sûr, déstructuré. Pourquoi? C'est une volonté de l'État profond, ce qu'on appelle le deep state américain, la technostructure américaine. Alors vous allez me dire qui c'est? C'est l'organisation militaire américaine, c'est le pouvoir suprême américain. C'est pas Barack Obama, c'est un président de façade. On va mettre Mme Clinton présidente de façade, vous êtes d'accord? J'espère que vous n'êtes pas dupe de tout ça. Voilà. C'est l'organisation systématique politico-militaire et industrielle qui tire les ficelles. Ils veulent une déstructuration du Moyen-Orient, ils ont eu une déstructuration des Balkans, ils l'ont eu, maintenant c'est le Moyen-Orient. Peu importe les conséquences, nous on ramasse tout ça. Et mais il y a quand même la déstructuration de l'Europe, ça doit les arranger un peu. donc, bien sûr que oui. il y a quand même un but affiché d'envahir l'Europe et c'est pas d'aujourd'hui. C'est lié à l'exploitation. Voilà. C'est le but. Alors, je vais appeler un chat. C'est le but de métisser l'Europe. Bien évidemment. Moi, ça fait 30 ans que je le dis, ça fait 30 ans que je le constate. C'est le but de métisser l'Europe et les politiciens européens sont vendus à cette idée-là. Ils sont vendus pour des raisons d'autres. Ils sont vendus, voilà. Quand vous aurez une Europe où il n'y aura plus d'État, il n'y aura plus de nation, il n'y aura plus de sentiment d'appartenir à un vieux pays, à une nation c'est 2020, vous n'aurez que des consommateurs. C'est ce que veulent des consommateurs. Ils veulent des consommateurs servis, ils veulent des consommateurs qui ont plus de connaissances historiques, on gomme l'histoire. On gomme l'histoire. C'est absolument magnifique, c'est une volonté. Oui. Voilà. Et ils n'aiment pas la Russie non plus, hein, parce qu'ils ont une peur. Ils ont peur, je crois, je ne sais pas, mais ils ont peur que l'Europe fasse alliance avec la Russie. Oui, alors que ça serait plus logique. On en est quand même plus proche des orthodoxes que des musulmans, bien sûr. Même si, bon, il y a à voir aussi avec la Russie de Poutine, c'est loin d'être un exemple de démocratie. Mais peu importe, il n'y a pas, si vous voulez, dans tous ces degrés-là, je vois des choses qui pour moi sont importantes, c'est-à-dire qui sont vitales pour mon avenir, la préservation du monde occidental comme je l'aime, effectivement, face à une menace du monde arabo-musulman méditerranéen. C'est pas forcément, alors je vais peut-être vous choquer un peu, c'est pas forcément les Arabes qui sont à l'origine de tout ça, c'est les instruments. Les Arabes sont les instruments d'une politique. Moi, si je suis arabe, j'aurais peut-être pas forcément envie d'aller m'exiler, j'aurais peut-être aimé rester dans mon pays, vivre dans mon pays, j'imagine, c'est ça. Les Arabes ne sont que les instruments d'une politique qui les dépasse. Voilà. Posons-nous la question, qui organise cette politique qui les dépasse? Et on sait maintenant, on a la réponse. Alors là-dessus, si vous voulez voir sur Internet, il y a une vidéo d'un dénommé Pierre Hillard. Hillard, H-I-2-L-A-R-D. Regardez cette vidéo, il a fait une conférence le 19 mars de cette année. Donc c'est relativement récent. Il a fait une conférence sur le remodelage des frontières du Moyen-Orient. Remodelage des frontières du Moyen-Orient, c'est notre propos. Voilà. Alors, bon, avec quelques différences, il a sa vision des choses, mais cette vision des choses est très intéressante parce que ça vous montre quoi, au terme de tout ça, qu'il y a une pensée d'organisation d'un chaos et d'une volonté d'un chaos. Voilà. C'est pas nos amis arabo, je dis nos amis, c'est des gens bien, j'en connais, c'est pas nos amis arabo-musulmans qui foutent le bordel pour foutre le bordel. Attention. Ils sont bien contents de le faire. Je mets de côté les islamistes. Non, c'est qu'ils sont manipulés par une organisation supérieure. Alors les conséquences, bien sûr, c'est l'immigration. Vous avez Mme Merkel qui est là,
Moi, je la considère comme la troisième plaie allemande. Non, mais on a eu une première plaie, c'est la première, la guerre de 14. Le premier suicide provoqué quand même par les Allemands, le premier suicide. La deuxième, c'est 39-45, deuxième suicide. Et le troisième suicide, c'est que vient de faire la mère Merkel l'année passée, ça en disant venez mes amis, venez. Voilà. Maintenant, tout le monde est dépassé. Ça, c'est le suicide. Et les Allemands nous suicident 3 fois. Moi, j'aime bien les Allemands parce que je suis germanophile, mais pour des raisons culturelles, j'aime beaucoup l'Allemagne, mais je reconnais qu'ils nous suicident 3 fois. Mais c'est ce que je dis, à chaque guerre où vous votez, ils ont l'avantage de changer de nom. Ils sont germains, ils sont russiens, ils sont nazis, ils changent. Je vais dire quelque chose sur le. Alors, est-ce pas vrai? Aussi, pour ce qui se passe en Syrie, il paraîtrait que, soutenu, la déstabilisation aussi soutenue par l'Arabie Saoudite, paraît-il qu'il y avait un accord entre l'Iran et la Syrie pour faire passer un pipeline qui livrerait directement le pétrole et que l'Arabie Saoudite, évidemment, ce n'est pas dans ses affaires. Tout à fait. C'est une des raisons qui fait qu'on y a une déstabilisation de la Syrie, c'est aussi le problème des tubes. Alors, il y a on appelle ça des oléoducs, la géopolitique des tubes. La géopolitique des tubes était prépondérante dans les années 70, 90, 2000. Maintenant, elle est toujours un tout petit peu moins, justement, parce que je vous dis, c'est que les Américains vont devenir totalement indépendants au niveau énergétique, donc ils vont peut-être se bloquer un peu tout ça, mais ça existe quand même. C'est pas grave, ils viendront chercher la Légion d'honneur quand même. Ah oui, la fameuse Légion d'honneur qu'on a donnée à... Et alors, par rapport à l'Arabie Saoudite, il y a une chose aussi qu'il faut dire, et qui a été assez choquante. Vous avez dû le voir. Il y a eu la condamnation à mort au mois de mars, donc il a été condamné à mort au début de cette année, du cheikh Nimr al-Nimr. Ce cheikh Nimr al-Nimr, alors, je ne parle pas souvent d'intellectuels arabo-musulmans ou perses, lui était chiite, il a été décapité. C'était un intellectuel chiite, mais saoudien. Puisqu'en Arabie Saoudite, vous avez quand même 15% de chiites qui sont du côté des autres coutins. Donc c'était un intellectuel chiite saoudien, un dignitaire chiite saoudien qui depuis des dizaines d'années, il est mort à 50, un peu plus de 50 ans, la tête en moins, il a fait des années de prison à mort, qui contestait le pouvoir autoritaire dictatorial des Saouds, de l'Arabie Saoudite. Voilà. Il le contestait, mais il le contestait pour obtenir plus de démocratie, d'équité vis-à-vis de la minorité chiite, parce qu'il faut, vous le savez, les chiites, quand ils sont minoritaires dans un pays sunnite, ils sont traités comme des esclaves, comme des chiens. C'est ça aussi. Entre eux, enfin, on dit l'islam, mais l'islam c'est pas homogène, il y a plein d'entités. Et les chiites minoritaires dans un pays sunnite sont traités comme des chiens. C'est ce qui se passe en Arabie Saoudite, donc il défendait sa minorité. C'était une figure d'opposition qui était très très importante, c'était un type qui était emblématique. J'ai écouté ses discours qui étaient traduits. Je peux vous garantir que c'était comment dire, un personnage vraiment qui avait une volonté d'aller de l'avant et de défendre la cause. Voilà, il était très charismatique. Ce type-là a été liquidé et peu de pays occidentaux ont pris sa défense. Avant lui, la plupart de sa famille a été liquidée ou emprisonnée. Voilà. Donc c'était le cheikh Nimr al-Nimr. Et suite à ça, il y a eu rupture des relations diplomatiques entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Rupture des relations diplomatiques qui a entraîné après des vives critiques du Hezbollah libanais, puisque vous le savez, au Liban, le Hezbollah, c'est l'émanation des Perses de l'Iran, des chiites. Une vive critique du Hezbollah libanais de la part de Nasrallah, le leader des Hezbollah. Suite à ces vives critiques, les Saoudiens ont retiré du jour au lendemain leur aide financière au Liban. Le Liban avait passé des contrats d'armement avec la France pour 3 à 4 milliards d'euros. Du jour au lendemain, tout ça a été annulé parce qu'il y a eu une vive critique et parce qu'il y a eu des relations diplomatiques qui ont été rompues entre un certain nombre de pays, entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, suite à l'exécution de ce dignitaire chiite saoudien, qui était un personnage important et qui défendait la cause des chiites. Dans l'islam sunnite et dans l'islam chiite,
on sait aussi, si on voit la Perse, que c'est un pays qui a, tout en étant dans l'obscurantisme quelquefois avec l'ayatollah Khomeini, c'est quand même un pays qui a une culture, c'est un pays qui a une éducation. C'est dans ce pays-là où il y a le plus de femmes à l'université. En Iran, il y a plus de femmes à l'université que d'hommes. Vous ne trouvez pas ça dans d'autres pays en Perse. Donc il faut quand même reconnaître un certain nombre de choses, même si, bien sûr, l'Iran est un pays théocratique, et qui laisse de côté, puisque les femmes ont encore l'obligation. Voilà. Donc c'est une chose à dire sur cet assassinat. Bon, l'Arabie Saoudite en est à combien ils en sont au début d'année? Ils en sont à 80, 95 heures. Voilà, et sur l'année passée, ils en ont fait 170. Mais ils ont eu la Légion d'honneur. Ils ont eu la Légion d'honneur. Une question, je crois que tu disais sur le fait qu'on est tous esclaves d'un système on est ficelle on ne sait pas trop qui, mais qui ça viendrait des États-Unis. Qui pour moi, ça vient d'une organisation pensée organisée de déstructuration d'une partie du monde arabo-musulman, déstructuration de la Yougoslavie, avec les conséquences. C'est plus financière que politique. Ah ben, c'est lié. J'ai deux questions. C'est un, est-ce que selon toi, Trump est aussi un candidat politique de façade? Et comme si on écoute nos musulmans en France, quand on leur dit suite à un attentat, mais descendez dans la rue, montrez que vous êtes contre ça. Nous avons oui, non mais tout ça, c'est la théorie du complot. Hein. Est-ce que tu penses du coup à la véracité de la théorie du complot? Alors, pour Trump, maintenant on s'aperçoit qu'aux États-Unis, il y avait les candidats du système chez les Républicains, il y avait Cruz, il y avait Rubio, ils ont été liquidés. Cruz bientôt, parce que c'est Trump quand même qui est en tête. De l'autre côté, chez les démocrates, Madame Clinton, la femme de Bill Clinton, qui, je le rappelle, oui, on s'en souvient de ça, Bill Clinton qui est à l'origine, de par un décret-loi de la crise des subprimes, de la crise économique de 2008, c'est quand même lui, ça on ne sait pas, mais ce qui nous est arrivé des États-Unis, c'est parce qu'un jour il a édité un décret qui a permis à des banques de financer des investissements immobiliers à des gens qui n'étaient absolument pas solvables. Je ferme la parenthèse. Bill Clinton, c'est la déstructuration de la Yougoslavie, on a vu, créer des États musulmans alors qu'il y avait déjà l'Albanie, il a fait le Kosovo, il a fait la Bosnie, bon, ok, ça c'est bien. Bill Clinton, c'est l'embargo sur l'Irak, bravo monsieur, hein, c'est très très bien. Donc sa femme, c'est la représentante du système, ça c'est clair. Les Wall Street et la technostructure américaine veulent l'élection d'Hillary Clinton. En face, et en face, vous avez Trump. Alors Trump, qui c'est? Trump, c'est un électron libre, c'est un type incontrôlable, c'est un type qui n'est pas du système. Il n'est pas du système. Si j'écoute ce discours, et j'ai écouté ce discours, je m'aperçois que par moment, il y a quand même des incohérences, ça va dans tous les sens. Alors, est-ce qu'il fait ça? Est-ce qu'il fait ça pour récupérer le plus de voix et qu'après, il va établir une politique beaucoup plus cohérente? Bon, il parle déjà de stopper l'immigration mexicaine, il parle déjà d'établir des rapports beaucoup plus normaux avec Poutine. C'est normal. Pour moi, c'est bien. Je veux dire, c'est établir des rapports avec la Russie. Je veux dire, voilà. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas dans le système, il n'est pas maîtrisable par le système, par l'oligarchie. C'est pour ça. Non, mais c'est pour ça qu'ils vont tout faire pour faire élire la mère Clinton. Le système, les médias, Wall Street, va aller à fond pour la mère. C'est comme nous avec c'est comme nous, c'est pareil. Et pour en revenir tu parlais du complot, la théorie du complot. Non, c'est comment dire, on a maintenant une masse de musulmans en France, 8 millions à peu près, c'est un chiffre qui, à mon avis, est équilibré par rapport aux deux extrêmes. Il y en a qui visent un peu moins, d'autres un peu pire. On est 66 millions d'habitants. Bon, allez, on va dire. Alors, je rappelle juste la théorie du complot, hein, c'est de dire que c'est les Américains en lien avec les organisations juives
israélienne, le Mossad, etc., qui mettraient en place ces attentats, qui utiliseraient 2-3 musulmans de service, mais tout ça serait orchestré par les Je pense que c'est pas ça. et les Juifs. Je pense que c'est pas ça. Simplement, je pense que malgré tout, je pense que c'est quand même des organisations islamistes, Daesh, Al-Qaïda, qui fomentent tout ça, qui ont une haine, alors une haine basique. Voilà, alors, on va dire, qui ont une haine basique de ce que nous représentons. De l'Occident, une haine basique, c'est-à-dire une haine, je te fais, j'ai une Kalachnikov, on est tous là, il y en a un qui rentre, ils nous prennent tous. Il a cette haine, ça c'est clair. Ce que je pense au-dessus de tout ça, donc eux, ils sont, c'est des crétins utiles de l'islamisme, du terrorisme. Ok, ils y vont. Ce que je pense malgré tout, c'est qu'au-dessus d'eux, vous avez les services de renseignement américains et surtout le Mossad qui ont connaissance de tout ça. Ils savent. Ils savent les organisations, ils savent quand ça va se produire et ils l'espèrent. Voilà, je voulais mon sentiment, peut-être que je me trompe. Moi, je voudrais dire quand même quelque chose. Je pense. Oui, le Mossad, c'est vraiment les services secrets les plus importants qu'il puisse y avoir au monde. Ils connaissent des choses. Mais pourquoi ils nous diraient ça alors que nous, en France, on est pro-musulmans et que bien souvent, on est contre eux? Mais j'arrive à... Écoutez, je ne suis pas juive ou quoi que ce soit, mais j'arrive à les comprendre. Je ne vois pas pourquoi ils viendraient vous dire quelque chose qu'on ne va même pas les écouter et qu'on est en permanence contre eux sur tout ce qui se passe D'accord, dans là-bas. une logique israélienne, vous avez raison. Moi, je connais un officier supérieur de l'armée israélienne. Il m'a tenu certains propos où il m'a fait comprendre un peu ça. Voilà. Je veux dire, il m'a dit un jour, si tu étais israélien comme moi, tu réagirais comme ça. On sait des choses, ils savent des choses, ils pourraient le dire, ils ne le disent peut-être pas parce qu'ils se disent que nos chers amis français européens se prennent en main pour... Voilà. Il faut qu'on prenne quelques claques pour se réveiller. Mais voilà. C'est très dur, mais il faut qu'on prenne quelques claques pour Et ça, c'est notre faute, attention. Attention d'ailleurs, quand je les discute avec eux, excusez-moi, je vous en prie. j'ai entendu là, dans les médias, là, des émissions sur le sujet du terrorisme, que l'Europe finirait par réagir comme les Israéliens dans leur pays. Enfin, j'ai entendu ça, peut-être pas dit comme ça, mais On n'a pas ça encore... revenait à cette position-là. Oui, on n'a pas le dos au mur comme les Israéliens. Le jour où on aura le dos au mur, on va peut-être réagir. Nous, on n'a pas le dos au mur. Ça commence à flamber. Mais eux, c'est une question de vie ou de mort. Alors, oui. Voilà, Non, mais c'est tout. C'est simple. vous avez raison, il faut se référer aux journaux de l'époque des années 48, 50 ou 60, dans la presse arabe. C'était quoi? C'est on va terminer le boulot. Voilà. Gadolf n'a pas fini, donc c'était ça. Donc je l'ai dit, je l'ai exprimé pour en avoir connu des Israéliens de l'époque. Ils m'ont dit, si tu étais à notre place, tu réagirais pareil. Et si j'avais été israélien, j'aurais la même réaction. Ça ne veut pas dire, et je tiens à vous dire que je cautionne aussi, les colonisations en Cisjordanie. Alors, ça c'est un autre problème, je ne vous en ai pas parlé. Les colonisations en Cisjordanie, c'est un problème important. C'est vrai qu'en 1948, l'ONU donnait 56% des territoires aux Juifs et le reste aux Palestiniens. Les Palestiniens ont refusé parce qu'ils voulaient tous. Si les Palestiniens avaient accepté, ils auraient un État très viable et excellent. C'est une erreur de leur part. Mal conseillé par les nations arabes autour, qui étaient jusqu'au boutiste. S'ils avaient accepté tout ça, l'État d'Israël, ce serait un petit État d'Israël, et la Palestine aurait quand même pratiquement le double de ce qu'ils ont. La Cisjordanie, pour vous donner la surface de la Cisjordanie, c'est 2 fois le département du Rhône. Vous prenez le département du Rhône sur une carte, la Cisjordanie, c'est 2 fois le département du Rhône. S'il n'y avait pas les implantations juives, ça serait tout à fait vivable pour, on va dire, 4 à 5 millions de Palestiniens. C'est ce que je veux dire. En échange économique avec Israël. Sauf qu'il y a ces implantations qu'il faut sauver. Voilà. C'est pour ça que je mets un bémol à
la politique de nos... Et est-ce que les gouvernements qu'on a actuellement, que ce soit France, Belgique, Allemagne, tout ce que vous voulez, sont pas un peu dépassés par les événements? Mais complètement. Voilà. Complètement, ils sont dépassés. Ils sont parce que ces événements que nous connaissons,